Retour à l'essentiel, on va plus loin à présent avec Cyril Payen, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Cyril. Bonsoir. Niagale Bagayoko, directrice de l'African Security Sector Network, doit nous rejoindre d'un instant à l'autre pour discuter avec nous de l'actualité du jour. Et d'abord ce 13e corps d'otage en passe d'être rendu à Israël. Le Hamas qui a remis donc à la Croix-Rouge un cercueil. Il faudra encore identifier la dépouille alors qu'Israël menace de rompre à nouveau la trêve si le mouvement islamiste palestinien ne restitue pas tous les corps. L'Europe, elle fait pression pour que Washington n'oublie pas l'Ukraine. Emmanuel Macron estime que les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky ont leur place en cas de sommet Trump-Poutine à Budapest. C'est tout de suite, on va plus loin. Le cessez-le-feu à nouveau en vigueur à Gaza, mais pour combien de temps? Hier dimanche, Israël a largué 153 tonnes de bombes sur l'enclave palestinienne, d'après Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien assure avoir ainsi réagi à la mort de 2 de ses soldats, aux grandes dames des Américains, parrains du processus de pacification. Rebecca Martin. La guerre est-elle déjà de retour à Gaza? Donald Trump affirme que le cessez-le-feu tient, mais après les bombardements meurtriers sur le sud de l'enclave ce week-end, les habitants sont inquiets. Hier, nous avons vraiment eu peur que la guerre reprenne. La situation n'est pas stable. Ça suffit, cela fait 2 ans que l'on souffre. On veut pouvoir se reposer, on veut avoir l'esprit tranquille. On en a assez de dormir avec la peur au ventre. Ils disent qu'il y a une trêve et un accord de paix, mais rien du tout. Vous savez, ici la guerre n'est pas finie. Israël a lancé plusieurs frappes en représailles à une attaque meurtrière contre 2 de ses soldats et accuse le Hamas qui nie toute implication. Le président américain, lui, minimise. Nous pensons que les dirigeants ne sont peut-être pas impliqués dans ces actes, mais plutôt certains rebelles au sein du mouvement. Mais quoi qu'il en soit, la situation sera gérée correctement, elle sera gérée fermement, mais correctement. Le Hamas qui règle ses comptes depuis la signature de l'accord de paix, tandis que l'aide humanitaire continue de n'entrer qu'au compte-gouttes dans l'enclave assiégée. Israël conditionne l'ouverture du point de passage de Rafah à la restitution de toutes les dépouilles d'otages. Signe que Donald Trump reste vigilant à tout déraillement de son plan de paix. Ses émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner sont en Israël ce lundi. Le vice-président en personne J.D. Vance est annoncé demain par le cabinet du Premier ministre israélien pour une visite à caractère presque amical avec son épouse. Niagale Bagayoko, on est inquiet côté américain de voir le plan inventé par Trump vaciller. Oui, forcément, d'autant qu'on le voit, la plupart des points, à part la libération des otages vivants et l'échange de prisonniers, ne sont absolument pas respectés. On le voit pour ce qui concerne l'aide humanitaire, on le voit pour ce qui est du retrait israélien, la question du désarmement du Hamas reste brûlante, la question de la force internationale de stabilisation, celle du comité de paix. Enfin, la plupart des points restent extrêmement flous et ne sont pour l'instant absolument pas mis en œuvre sur le terrain. Que peuvent obtenir, d'après vous, Cyril Payen, ces émissaires de Donald Trump, de Benjamin Netanyahou? Déjà de cimenter effectivement les détails de l'accord. La question, c'est que le président américain, pour lui, la paix est faite. On voit bien sa manière de se surestimer, de peut-être un peu surestimer les propos de ses interlocuteurs. Et c'est pas uniquement sur ce dossier, bien évidemment. Mais la paix est faite, il l'a dit. On a mis 3000 ans à y parvenir. Moi, je l'ai fait aussi ailleurs. Le reste, c'est du détail, c'est de l'intendance, des contingences. Donc ces émissaires, je rappelle que Jared Kushner n'est pas n'importe qui, c'est un des principaux aussi promoteurs immobiliers de la Cisjordanie occupée. C'est l'émissaire de son beau-père, lors de Trump numéro 1. Il connaît parfaitement le dossier. Et puis c'est un peu rattaché au wagon de Steve Witkoff, qui est lui aussi expert immobilier et partenaire de Goff de Donald Trump, mais qui a fait de lui son émisseur particulier. Mais il est revenu un peu mettre cette pression, mais on cimente en fait l'après-vente de ce grand plan de paix, mais il est probable, il y a d'ailleurs le calendrier, le fait que les 2 émissaires arrivent aujourd'hui n'est pas lié en fait à l'extrême volatilité du cessez-le-feu avec les bombardements d'hier, 153 tonnes tout de même sur Gaza pour un cessez-le-feu. Évidemment, c'est un peu embêtant. C'était en fait prévu et aussi pour préparer l'arrivée de J.D. Vance qui vient en ami, vous l'avez dit, pour des raisons idéologiques, politiques. Il est
très proche d'Israël et de Benjamin Netanyahou. Je pense que sincèrement, les Américains déroulent leur plan, quel qu'il soit d'ailleurs in fine, mais la page est tournée du point de vue presque messianique par Donald Trump. Pour lui, la paix à Gaza, et puis au-delà des contrats de Gaza, la paix au Proche-Orient est actée. Le problème, c'est la question des otages. Le Hamas s'était engagé au terme de l'accord à restituer 28 corps d'otages décédés. Jusqu'à ce lundi, seuls 12 avaient été rendus, nourrissant l'impatience des Israéliens et l'impression d'avoir été floués. Un 13e corps vient d'être rendu là, aux Israéliens. Reste évidemment à l'identifier. Niagali, vous comprenez que ces retards alimentent la méfiance côté israélien. Ça sert les arguments de la droite nationaliste ? Oui, bien sûr, tout comme la mort de 2 soldats israéliens dans la zone, il est vrai, contrôlée par Israël. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a déjà près d'une centaine de morts quand même, 97 si je ne me trompe pas, depuis la signature, enfin l'annonce en tout cas, de ce plan de paix. Donc quand bien même le président américain considère que la paix est actée, on voit très bien que la réalité le rattrape extrêmement vite et que, aussi cyniques que soient les calculs, notamment en matière de promotion immobilière que vous avez rappelé à juste titre, la situation pourrait très rapidement déraper, même si le Hamas, en effet, dans sa branche armée, a absolument nié être responsable des attaques survenues. Mais il n'en reste pas moins qu'Israël a riposté et donc le cessez-le-feu n'est réel que sur le papier en réalité. Et puis la question des otages, elle est devenue une sorte de mot d'ordre du point du Premier ministre Benjamin Netanyahou, lui-même dont la société civile et les familles d'otages, depuis maintenant 1 an et demi, lui reprochent de ne pas du tout en faire sa priorité. Donc c'est vrai que d'avoir ces arguments, c'est un peu fallacieux. On voit bien que le Premier ministre Netanyahou continue de jouer la force, mais il a aussi le bras tordu, ainsi évidemment que les émissaires restants du Hamas. Je rappelle que Jared Kushner et Steve Witkoff ont rencontré au Caire l'un des émissaires du Hamas directement, donc une diplomatie directe, ce qu'on n'avait jamais vu avant, et enfin encore moins du temps des démocrates de Joe Biden. Donc c'est aussi la consécration de cette diplomatie à marche forcée, de torsion de bras, de relations personnelles, mais le diable se cache dans les détails. Et Dieu sait, et ça fait 70 ans que la diplomatie occidentale, et pas que mondiale, se casse les dents sur ce dossier. C'est extrêmement complexe et ces détails ils sont fondamentaux, notamment pour les Gazaouis et les Israéliens. Illustration de cette complexité, alors qu'on vient de voir sur cette image derrière nous, celle de cette porte par laquelle doit arriver l'ambulance, ce portail qui doit s'ouvrir au passage de cette ambulance qui transporte donc ce cercueil de ce qui est vraisemblablement un 13e corps d'otage. Illustration, je le disais, de la complexité de ce dossier. Le Hamas justifie ces retards à rendre ces corps d'otages par la fermeture du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte, puisque d'après le mouvement palestinien, c'est ce point qui bloque l'entrée des équipements spécialisés nécessaires à la recherche précisément des corps sous les décombres. Or, Israël, de son côté, conditionne la réouverture de ce point de passage au respect par le Hamas de l'accord de cessez-le-feu et donc de la restitution des dépouilles. On n'en sort pas, Niagali Bagayoko. Il y a de la mauvaise foi des deux parties. Comment expliquer cela ? Alors, il y a de la mauvaise foi, très certainement, mais il y a surtout 2 partis qui campent sur leur position sur des points majeurs du plan lui-même. La question du désarmement du Hamas est loin d'être acceptée par le principal intéressé. La question du retrait également israélien est problématique, puisqu'en réalité, c'est une sorte de zone tampon qui a été créée par cet accord, ce qui, pour certains, constitue une nouvelle façon d'empiéter sur le territoire gazaoui. Donc, derrière ces tractations sordides, en effet, autour quand même des dépouilles mortuaires et de l'apparent cynisme, des 2 côtés, il y a aussi politiquement des enjeux qui sont loin d'être réglés et de part
et d'autres. On comprend en tout cas que le point de passage de Rafah est stratégique aujourd'hui. Le Hamas en fait un point essentiel de la recherche des corps. Israël ne veut pas lâcher. Oui, mais vous avez raison, on s'en sort plus, mais c'est aussi parce que fondamentalement, j'ai envie de dire même philosophiquement, les deux parties sont d'accord sur une seule chose, c'est qu'aucun des partis, que ce soit le Hamas ou le Benyamin Netanyahou, n'a envie ni intérêt à faire la paix. Ils ont été forcés, contraints par ce rouleau compresseur, qu'on le cautionne ou pas, de la diplomatie depuis 8 mois de Donald Trump, qui a changé souvent de braquet. Je rappelle que c'est quand même l'héritier et le grand parrain de l'armement et de l'idéologie israélienne sur la question des bombardements de Gaza. Il ne faut pas l'oublier, ça ne va pas non plus exonérer totalement Donald Trump, mais c'est là aussi où cette paix est hâtive, elle est très trumpienne en fait, c'est-à-dire très inconstante, très versatile, elle ne résiste pas au principe de réalité, surtout que, in fine, encore une fois, les deux parties n'ont pas envie de se mettre d'accord, ils n'ont pas intérêt à se mettre d'accord, on leur a juste tordu le bras et ils attendaient peut-être que Donald Trump aille ailleurs, voire ailleurs, ce qu'il fait assez régulièrement, puisque ça change presque d'heure en heure avec ce nouveau président américain. Oui, à vous. Et puis, pour compléter ce que vous indiquez, il y a aussi la grande difficulté à faire émerger, côté palestinien, un autre interlocuteur, notamment le fameux comité de paix prévoit la mise en place d'une présence palestinienne. Je ne dis pas le mot autorité. Mahmoud Abbas a été convié à Sharm el-Sheikh il y a une semaine. Il a été convié, mais rien n'indique que ce sera l'autorité actuellement en place à Ramallah qui siégera dans ce nouveau comité. Et il y a eu énormément de pertes, évidemment, du côté de Gaza. Qui va remplacer aujourd'hui ces hommes qui étaient des ultras et des extrémistes? Y a-t-il encore des modérés quand on sait ce qui se passe par ailleurs en Cisjordanie, où la colonisation se poursuit de manière assumée par certains ministres, notamment les ministres d'extrême droite du gouvernement actuel? Oui. Vous parliez d'ailleurs justement de Donald Trump qui, sitôt une crise résolue, du moins le croit-il, s'empresse de changer de théâtre. Eh bien, va-t-on assister au même ballet qu'au milieu de l'été, à la mi-août, lors de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Volodymyr Zelensky avait espéré jusqu'au dernier moment être convié, en vain. Alors que l'avenir de l'Ukraine est à nouveau au menu des négociations, celles que projettent les dirigeants russes et américains pour leur prochaine rencontre annoncée à Budapest, Kiev réclame une fois de plus voix au chapitre. On se rendra dans un instant en Ukraine, mais Cyril Payen, on le voit, là aussi, l'inconstance de Donald Trump finalement, parce qu'on avait le sentiment jusqu'au milieu de semaine dernière qu'il avait enfin fini par choisir son camp, et il se montrait même très ferme dans les mots vis-à-vis des Russes, et notamment de ceux qui achètent le pétrole russe, et puis tout a changé en fin de semaine. Constant dans l'inconstance. Ouais. C'est la seule réalité de Donald Trump, et c'est d'ailleurs extrêmement compliqué, on peut se mettre dans les boots, dans les Rangers de Volodymyr Zelensky, ça doit être extrêmement compliqué, parce que ce qui fuite de la dernière rencontre, donc il y a quelques jours aux États-Unis, c'est pas du tout cordial, une bordée d'insultes qui ressemble beaucoup à ceci près que ça n'a pas été rendu public et que J.D. Vance ne s'en est pas mêlé publiquement, mais a ressemblé beaucoup à cette horreur diplomatique mémorable qui a eu lieu dans le bureau ovale entre Donald Trump et Zelensky en février dernier. Mais ça a ressemblé un petit peu avec un revirement. La rencontre qui vient d'avoir lieu. Vendredi. Autant pour moi. Donc très récent. Et effectivement, des noms d'oiseaux ont été échangés et puis c'est simplement une capitulation que demande Donald Trump, ni plus ni moins. Tout cela pour avoir eu un coup de fil de 2 heures, une fois encore, avec Vladimir Poutine. Mais quel pouvoir d'attraction a-t-il, ce Vladimir Poutine, pour retourner l'homme le plus puissant de la planète? Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est cette manie aussi de mettre sur la même équation, sur la même table, l'agresseur et l'agressé. Et puis qu'in fine, c'est ce qui se dit dans les milieux diplomatiques à Kiev ce soir, que si jamais Vladimir Poutine pouvait obtenir par la négociation via le médiateur Donald Trump, ce qu'il n'a pas eu par l'invasion, ça serait extrêmement grave, puisque ça va créer un précédent qui va totalement déborder, et c'est bien ça la menace, et personne n'est dupe, la menace, déborder des frontières de l'Ukraine pour déborder vers l'Europe, puisque après tout, qu'est-ce qui arrêtera Poutine, qu'est-ce qui arrêtera Xi Jinping, qu'est-ce qui arrêtera Erdogan? Niagale Bagayoko, on a effectivement le sentiment que pour Donald Trump, la Russie a quasiment déjà conquis, et donc autant parachever cette conquête par une forme de capitulation ukrainienne, en tout cas sur ces fameux oblasts
oblast de Donetsk, sachant que Lugansk est déjà quasiment conquis par l'armée russe. Oui, et en même temps, on a l'impression de revenir à une position qui n'était plus celle qu'on avait cru percevoir au moment de ce fameux sommet d'Anchorage, qui là aussi avait été présenté comme ayant été un pas majeur vers une paix, si ce n'est éternelle, en tout cas durable. On l'a presque oublié, mais lors de ce sommet... C'était mi-août. C'était il y a moins de 3 mois, en réalité, déjà une éternité. Puis, on a oublié également le sommet où Zelensky a été rejoint par les leaders européens. Et là, on avait l'impression d'une sorte d'avancée majeure. Mais en effet, le point de blocage était celui des territoires. Et on s'aperçoit qu'on reste encore et toujours dans cette problématique à laquelle s'ajoute en effet moi, je dirais l'illisibilité plus que l'imprévisibilité en réalité de Donald Trump en ce qui concerne les équipements, les armements fournis à l'Ukraine. Il y a eu ce retournement en ce qui concerne les fameux missiles Tomahawk qui avaient été annoncés là aussi très récemment, en fait, le 13 octobre, si je ne m'abuse, et engagement sur lequel Donald Trump semble être revenu lors de cette rencontre. Pour rappel, ces missiles Tomahawk, ce sont qui permettent de tirer dans la profondeur, de cibler à plus de 1500 km ou 2000 km au-delà de la ligne de front, alors que les missiles dont dispose actuellement l'Ukraine permettent seulement de cibler 200 km. Donc des missiles qui rendent la Russie vulnérable, en fait. Ce qui rendrait la Russie vulnérable. Et après avoir laissé entendre qu'il pourrait en fournir à l'Ukraine, Donald Trump a indiqué que d'abord, il en avait besoin pour les États-Unis eux-mêmes, qui n'avaient pas suffisamment de moyens, et que d'autre part, en doter l'Ukraine, cela équivaudrait à nuire à la paix elle-même. Gulliver Krag est avec nous en direct de Kiev. Gulliver, Volodymyr Zelensky se dit prêt à se joindre à Donald Trump et Vladimir Poutine en cas de sommet à Budapest. Oui, mais je pense que la ligne ukrainienne n'a pas changé et ils pensent qu'ils n'ont aucun intérêt à être un obstacle à toute initiative vers la paix que Donald Trump proposerait. Ils ne veulent surtout pas donner une raison à Donald Trump de à nouveau blâmer l'Ukraine, essayer de dire que le problème, c'est plutôt les négociations avec Kiev. Alors, ils se disent prêts à tout, même si, évidemment, et Volodymyr Zelensky l'a dit, une rencontre à Budapest, c'est vraiment pas le lieu que l'Ukraine aurait choisi. Le gouvernement de Viktor Orban est assez ouvertement pro-russe, tout en étant membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Et puis, historiquement aussi, Budapest, c'est là où a été signé le fameux mémorandum de Budapest, où l'Ukraine avait décidé de rendre son arsenal nucléaire en échange un bout de papier qui ne voulait rien dire en réalité. Alors, ça a vraiment une résonance historique mauvaise pour les Ukrainiens, mais de toute façon, ça ne coûte rien à Volodymyr Zelensky de dire qu'il est prêt à se rendre à Budapest parce qu'il sait pertinemment que Vladimir Poutine ne veut pas d'Ukraine à cette rencontre à Budapest et qu'il ne sera pas invité de toute façon. Où en est la ligne de front dans le Donbass, Gulliver ? Alors, je pense que les Russes ont essayé à nouveau de convaincre Donald Trump et son équipe qu'ils sont prêts de conquérir tout le reste de la région de Donetsk, donc la partie du Donbass encore contrôlée par l'Ukraine. Les Ukrainiens disent qu'il n'en est rien. Les deux plus grandes villes qui restent sous contrôle ukrainien dans le Donbass, Sloviansk et Kramatorsk, sont aussi les villes les mieux fortifiées. Et pour atteindre ces villes-là, les Russes devraient prendre aussi Pokrovsk, Konstantinivka et Drushkivka. Là, ce sont des villes où la vie est devenue vraiment très dangereuse. Il y a des drones qui attaquent tous les jours. À Pokrovsk, des forces russes sont dans certains quartiers de la ville, mais ils n'ont pas pu prendre le contrôle de ces villes-là. Et Kramatorsk et Sloviansk sont très très bien fortifiés. Les chances, selon l'écrasante majorité des experts des Russes, de pouvoir prendre le reste de la région sont absolument minimes, sauf s'il y a un effondrement de l'effort de guerre ukrainien ou quelque chose comme ça, ce qui ne semble pas du tout prêt à se produire. Là où les forces ukrainiennes sont un peu plus en difficulté, c'est dans la région de Kharkiv, à Kupiansk. Là, c'est une ville stratégique dans l'est de la région de Kharkiv et des forces russes sont dans le centre-ville de Kupiansk. Mais comme vous le savez, maintenant c'est une guerre de drones. Les drones jouent un rôle absolument crucial. Alors les Ukrainiens disent que oui, même si on voit certains
groupes de forces russes vraiment dans le centre-ville de Kupiansk, on arrive à les détruire, à les anéantir avec des frappes de drones. Et donc, cela ne veut pas dire non plus que les Russes prennent le contrôle de cette ville, mais c'est quelque chose qu'il faut clairement suivre parce que la prise de Kupiansk, même si ce n'est pas dans le Donbass, c'est très stratégiquement important pour ensuite mener une offensive depuis le nord et commencer à faire un effort où les Ukrainiens seraient sous pression, non pas seulement dans le sud du Donbass comme c'est le cas maintenant, mais vraiment d'une manière beaucoup plus importante depuis le nord aussi. Mais ça, c'est si les Russes prennent Kupiansk, et ce n'est pas pour tout de suite non plus. Merci Gulliver Krag en direct de Kiev. On le voit, hein, les combats sont âpres sur le terrain, la partie est loin d'être gagnée pour les Russes. Alors certes, il y a Kupiansk, mais comme vient de nous dire Gulliver Krag, elle n'est pas prise. Konstantinivka est fortifiée. Il y a d'énormes difficultés aujourd'hui pour les Russes de s'emparer de ces villes. Ils ont réussi à fausser la perception des Américains quand on va voir peut-être l'image de Pete Hegseth qui vendredi arborait lui-même une cravate curieusement, hein, aux couleurs du drapeau russe. Ça lui a d'ailleurs été reproché. Alors lui, bien sûr, dément. On va voir cette image dans un instant. Mais ça laisse supposer quand même que côté américain, on est pénétré de cette idée que la Russie est en train de remporter cette guerre. Écoutez, le choix de les couleurs de cravate de M. Hegseth le concerne et n'engage que lui. Effectivement, on est dans les messages un peu lourds. Ce qui est certain, c'est que les Ukrainiens ont de quoi de perdre un peu. Et puis Volodymyr Zelensky, hein, avec son bâton de maréchal diplomatique, je rappelle que la guerre va rentrer maintenant dans sa 4e année, passe de déception en fausse promesse. C'est extrêmement compliqué, mais n'acceptera pas de capitulation, ou en tout cas une négociation qui amènerait à penser que c'est une question de capitulation. Ce qui est certain, c'est que le temps long est toujours en faveur de Moscou. Je rappelle que l'opération spéciale militaire, où nous y étions, devait durer 3 jours. Là, il est clair maintenant pour les stratèges de Moscou que, bon, on continue et que, de toute façon, c'est nous qui aurons le fin mot de l'histoire, tant le conflit va durer. Mais il y a un empressement aussi du côté américain parce que, oui, il faut faire un deal. Il faut que la paix, il faut qu'il y ait une énième paix contractée par le président américain. C'est pour ça que tout est possible à Budapest, quels qu'en soient les protagonistes, hein, dans quelques jours, dans 2 semaines. On a du mal à suivre, hein, Donald Trump, c'est vrai. Niagale Bagayoko, j'ai interrogé l'ancien ambassadeur Claude Blanche-Maison il y a quelques instants sur ce plateau, parce qu'à la fois, effectivement, il y a ces discussions avec Vladimir Poutine, cette volonté de faire pression sur l'Ukraine, et puis en même temps, ces menaces quand même à un certain nombre de pays. Alors évidemment, à l'Inde notamment, sur l'achat de pétrole russe. Ça veut dire que les Américains sont quand même décidés à mettre en œuvre les grands moyens contre Moscou, hein. Il y a eu aussi cette déclaration à l'Assemblée générale des Nations Unies où Donald Trump a parlé de la Russie comme d'un tigre de papier. Oui. Donc il y a aussi des déclarations assez inamicales, mais il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine sait aussi amadouer le président américain en détournant un peu son attention du conflit ukrainien. Il y a par exemple sa proposition de relancer les négociations autour des accords START sur le nucléaire, qui est un dossier qui tient beaucoup à cœur à Donald Trump. Il y a cet épisode un peu rocambolesque qui concernerait des révélations à propos de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Il y a cette façon de chercher à amener les Américains en réalité sur un autre terrain que celui de l'Ukraine. Il y a aussi ce projet dont on a entendu parler de relier l'Alaska à la Russie à travers un projet qui coûterait beaucoup moins cher que ce qu'il n'était au départ, 75 milliards pour passer à 8 milliards via Elon Musk. Donc il y a beaucoup de choses assez troubles qui entourent ce dossier ukrainien et qui permettent, à mon avis, à Vladimir Poutine de rester maître du jeu, quoi qu'il arrive. Ce qui est difficile, c'est que, pardon Raphaël, ce qui est difficile, c'est que un jour, Donald Trump reprend les éléments de langage presque mot pour mot du président Poutine, et puis la veille ou le lendemain, peut-être, il va le dénoncer avec des mots extrêmement durs. Encore une fois, son inconstance est extrêmement difficile par essence à suivre, mais avec ce degré de décision et de pouvoir, et surtout cet énorme orgueil dont il se prévaut maintenant, puisque c'est un faiseur de paix, ne l'oublions pas, on voit bien les résultats sur le terrain, que tout cela peut aller extrêmement loin et emmener le monde, et je pense à l'Europe qui est complètement à la traîne, mais alors là c'est absolument incroyable. Oui, alors qui vient de donner son feu vert à l'interdiction d'importer du gaz russe d'ici fin 2017.
2027. De 2027, pardon. C'est tardif. Ah, oui. Donc oui, qu'est-ce que ce genre de restrictions peuvent faire au quotidien de Vladimir Poutine ? 5 ans après le début de l'invasion russe. Oui, tout ça est évidemment montre et de manière effarante comment une diplomatie traditionnelle menée par les multilatéralistes qui incarnent parfaitement le président Macron sont à la traîne devant le rouleau compresseur de Trump qui ne respecte rien, encore moins la souveraineté, que le rapport de force. Merci. Oui, vous vouliez Non, j'allais dire justement, il y a eu aussi ce fonds Pearl qui a été mis sur pied, où les Européens vont acheter des armes américaines pour doter davantage l'Ukraine pour qu'elle puisse mieux se défendre. Donc c'est aussi un bénéfice pour Donald Trump. Bien sûr. Merci beaucoup, Niagale Bagayoko, Cyril Payen. On va plus loin. C'est terminé, l'essentiel continue. On se retrouve dans un instant. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360. Tous les faits